Bonjour, on se retrouve aujourd'hui au musée du génie à Angers qui m'accueille pour vous présenter ce fusil mitrailleur développé par Vassili Dektyarev. Je vous invite vraiment à consulter le site internet du musée qui est dans la description, et si vous n'êtes pas très loin d'Angers, n'hésitez pas à leur rendre visite. Ce DP28, également désigné DP27, mais j'y reviendrai tout à l'heure, est sans doute le premier fusil mitrailleur à avoir été réellement adopté par l'armée rouge après la Première Guerre mondiale. C'est une arme qui aura un certain succès et qui va connaître diverses variantes et qui sera utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale et également dans d'autres conflits. L'histoire de ce fusil mitrailleur est assez intéressante, car son développement n'émane pas vraiment, du moins, pas tout de suite, d'une demande du commandement soviétique. En effet, la Première Guerre mondiale a montré l'intérêt des armes automatiques lourdes, et les différents belligérants les ont beaucoup utilisées avec les résultats qu'on connaît. Mais les Français d'abord, puis les Américains, ont réalisé l'intérêt d'avoir un fusil mitrailleur relativement portable et léger, en développant respectivement le Shosha et le Bar. Mais un ingénieur soviétique va également partager ce constat et commencer la conception d'un nouveau fusil mitrailleur sans l'aval de l'état-major soviétique. Cet homme est Vassili Dektyarev, qui est un célèbre ingénieur et qui baigne depuis son enfance dans la fabrication des armes à feu. Il va travailler pendant des années avec le célèbre Vladimir Fedorov. Et en 1920, Dektyarev va décider de concevoir dans son coin un fusil mitrailleur. Et il fait bien, car à la fin des années 20, l'état-major soviétique va revoir ses priorités qui étaient données à l'armement lourd pour désormais s'intéresser au fusil mitrailleur. Donc quand les autorités soviétiques vont demander à essayer des prototypes, l'arme de Dektyarev est quasiment prête. Son arme est alors adoptée en 1927 et prend la désignation de DP27 dans l'armée soviétique. L'appellation DP28 est une désignation occidentale, et elle vient peut-être du fait que l'arme, bien qu'étant été adoptée en 1927, a réellement été utilisée qu'à partir de 1928. L'arme est facilement reconnaissable grâce à son chargeur circulaire qui peut contenir jusqu'à 47 cartouches de 7,62 par 54 mm/r. C'est une arme qui a été plutôt bien appréciée par les troupes, par contre est restée perfectible sur certains points, notamment sa fiabilité lors des tirs soutenus. Et c'est pour ça qu'en 1943, on va sortir une nouvelle version, une version modernisée du DP, désignée DPM, qui va avoir quelques changements, notamment une poignée pistolet à la place de la crosse classique, et qui va également déplacer le ressort récupérateur qui est autour du piston vers l'arrière du boîtier de culasse. Parce qu'on avait remarqué que lorsque le piston devenait très très chaud, il impactait le ressort récupérateur qui perdait en tension et qui engendrait des problèmes de fiabilité. Mais on verra normalement la semaine prochaine le DPM et j'entrerai plus dans les détails. Maintenant, on va regarder ce DP27 ou DP28 de plus près. Ce fusil mitrailleur a un look assez particulier avec son chargeur circulaire et sa crosse classique. C'est une arme qui pèse un peu plus de 9 kg non chargée et qui mesure 1,3 m. Le canon, lui, mesure 604 mm et normalement peut être changé relativement rapidement en appuyant sur un bouton sur le côté gauche du boîtier de culasse. Le changement est assez rapide, mais par contre il n'est pas très ergonomique, car il va nécessiter d'enlever le bipied qui est fixé en manchon. Ce bipied était source de beaucoup de critiques, car il fallait faire attention à ce que la vis soit bien tournée, et il n'était pas rare que lors du tir, cette vis avait tendance à se dévisser. Le reste de l'arme est plus pratique, les organes de visée sont somme toute assez simples, on a notre guidon qui est bien protégé par deux grandes oreilles, et également une hausse, également somme toute assez classique, que l'on peut régler jusqu'à 1500 mètres. Le chargeur, lui, est assez massif, ce qui peut le rendre difficile à transporter, mais il a normalement une fonction qui est assez intéressante, car normalement, ici, il y a une languette qui va servir à garnir le chargeur, et cette languette, lors du tir, va faire un tour complet, et va faire donc office d'indicateur de munitions. Ce chargeur est maintenu par un loquet à l'arrière, donc il faut tirer sur le loquet, et on peut alors l'enlever. Le levier d'armement est lui sur le côté droit, et tombe assez bien sous la main. On a notre détente, et derrière la détente, il y a un petit bouton ici, qui va faire office de sûreté. C'est-à-dire que si on veut tirer, il faut qu'avec le majeur, on appuie sur la sûreté, et ensuite, on peut appuyer sur la détente.
Il n'y a pas de sélecteur de tir, l'arme tire uniquement en mode automatique, avec une cadence de tir de 500 coups par minute. Mécaniquement, le fusil mitrailleur de Dektiarev est dans la droite lignée des armes soviétiques, c'est-à-dire que c'est une arme simple et qui est composée de peu de pièces. C'est une arme qui tire culasse ouverte. Lorsque l'arme est prête à tirer, la culasse est maintenue en arrière par le bec de gâchette. La pression sur la queue détente va abaisser le bec de gâchette, relâchant ainsi la culasse et le porte-culasse solidaire du percuteur. La culasse va alors insérer une cartouche dans la chambre, puis se verrouiller, grâce à une paire de volets sur le côté, grâce à la forme particulière du percuteur. Percuteur, lui, qui va poursuivre son mouvement en avant et percuter l'amorce. Une partie des gaz de propulsion va alors être prélevée par les vents et faire pression sur la tête du piston. Le piston solidaire du porte-culasse va alors reculer, forçant la culasse à se déverrouiller. L'étui dans la chambre va alors être extrait par la griffe de l'extracteur, puis le bourrelet de l'étui va heurter l'éjecteur ici et sortir par le bas. En fin de course, le porte-culasse va repartir en avant sous la force du ressort récupérateur et tout le processus va recommencer tant que la queue de détente est pressée et que l'arme est approvisionnée. Le démontage du DP27 n'est pas très compliqué, cependant je ne vais pas démonter cette version, car certaines pièces ont du mal à bouger, j'ai pas spécialement envie de forcer dessus, donc je vais insérer une coupe 3D. Donc c'est un démontage qui est pas très complexe, il faut que la culasse déjà soit ouverte pour retirer le canon en appuyant sur le bouton à gauche du boîtier de culasse. On peut alors ramener la culasse en avant et sur le côté droit on a un levier qui va servir au démontage et qui va permettre en fait de séparer la carcasse de la crosse et de sortir tout le porte-culasse. On verra également la semaine prochaine le démontage d'un DPM et celui-ci on pourra vraiment le démonter. Toutes variantes confondues, on estime qu'environ 800 000 de ces fusils mitrailleurs ont été fabriqués. On va retrouver parmi ces versions des DP modifiés pour l'utilisation de bandes de munitions avec les RP46, ainsi que des variantes pour les véhicules, que ce soit pour les avions avec les fusils mitrailleurs DA, que pour les véhicules terrestres avec les DT et DTM. La Chine va également produire la version modernisée, qu'elle désignera Type 53. Même si ces armes ont été longuement utilisées, que ce soit lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais également lors de la guerre du Vietnam et de manière assez récente, les DP-27, DP-28 et DPM ont été rapidement remplacés dans l'armée soviétique. Elles ont été remplacées par deux armes, par les RPD, qui utilisent la cartouche de 7,62 par 39 mm, et par le PK puis PKM, qui continuent eux d'utiliser le 7,62 par 54 mm/r. Et ces armes ont pris le relais des DP à partir des années 50-60. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci au Musée du Génie d'Angers. On se voit normalement très bientôt pour la version modernisée du DP28, avec laquelle on pourra même tirer. Donc, je vous invite à regarder également la vidéo de la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous pouvez soutenir mon travail grâce au Tipeee. Merci et à bientôt.